Si, je vous ai entendu, là, j'ai eu avec beaucoup d'attention sur la loi Leonetti et l'attente qu'ont eu les médecins autour de la loi Leonetti. Je ne suis pas certain que toute la société soit en adéquation avec ce que pensent les médecins, et notamment au décours des propositions du candidat Hollande à la mutualité, où il était sur une demande de changement de la loi pour les patients en fin de vie. Et l'attente des Français n'était pas forcément sur une sédation terminale, et il n'avait pas forcément été entendu comme tel. Et clairement, malgré ce qui a été proposé par la loi et ce qui encadre notre pratique courante, des collectifs des collectifs ont quand même signé des pétitions en disant que ce n'était pas forcément ce qu'ils attendaient de nous et que ce choix-là n'était pas suffisant pour les patients. Et en fait, on nous a demandé d'illustrer ce qui se passait dans les unités, dans notre unité tout au moins, pour une prise à charge d'un patient jusqu'en fin de vie, avec une demande de patients qui pouvaient choisir leur fin de vie, avec tout ce qu'ils ont entendu autour de la loi et autour de la communication qui a été faite précédemment. Et c'est un choix difficile parce que ce n'est pas forcément un choix partagé qu'on a avec les patients. Les patients arrivent avec des choix, et ce sont des choix qui s'imposent à nous quelque part et qui ne sont pas forcément en adéquation avec nos convictions. Donc nous avons repris un cas clinique d'un patient qu'on a accueilli à l'unité, qui est un monsieur de 78 ans, qui était un plombier à la retraite, qui vivait avec son épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ils avaient 2 filles ensemble, et il avait comme antécédent des antécédents cardiovasculaires et métaboliques. Et dans son histoire clinique, on a repris le dossier dès le début de sa maladie. On note des rectoragies qui avaient été négligées au moins pendant 1 an. Le patient devant s'occuper de son épouse, avec des rectoragies d'intensité croissante, et un patient qui préférait s'occuper de son épouse plutôt que de s'occuper de lui. Au décès de l'épouse, le patient décide alors de consulter son médecin traitant, qui l'adresse directement chez le gastro, où il fait une coloscopie, il découvre une lésion recto-sigmoïdienne, en attente de voir l'oncologue. Entre le moment où il a eu la coloscopie, le moment où il voit l'oncologue, il est hospitalisé aux urgences pour un syndrome occlusif, où est prise la décision d'une chirurgie colique. Et au décours de cette chirurgie colique, le patient écrit des directives anticipées qui nous sont après, a posteriori, amenées comme telles par le patient, où il écrit qu'il veut éviter tout acharnement thérapeutique. Ce qui, pour nous, a posteriori, voilà, on ne sait pas trop comment ça a été écrit, qui l'a poussé à le faire, et qu'est-ce qu'on doit en faire, parce que ça reste quand même ce qui s'impose à nous, et donc ça ne nous éclairera pas forcément beaucoup pour sa prise en charge. Si ce n'est qu'il est dans une espèce d'autonomie de décision qui fait qu'il évoque le fait qu'il ne veut pas qu'on s'acharne sur lui. Et donc, comme on va le voir tout au long de la présentation qu'on va partager avec vous, tout un parcours de la maladie qui amène à un moment donné le patient à formuler une demande de sédation, une demande à s'endormir. Ce d'autant plus que le choix lui en a été inculqué. Il était quand même entre la période où on avait dit qu'il allait avoir une loi sur la fin de vie et on ne savait pas trop ce qui allait se passer derrière. Donc lui est proposé une radiofréquence sur un nodule hépatique avec un deuxième qui n'est pas accessible, avec une décision de chimiothérapie. Une première cure qui est effectuée avec une bonne tolérance. Et 3 autres cures sont faites avec une réévaluation. Et une proposition de chirurgie hépatique pour le deuxième nodule qui n'avait pas été traité initialement.
Et le patient refuse la chirurgie et lui est reproposé à distance une autre radiofréquence sur le deuxième nodule. Au décours de cette radiofréquence, il fait une infection urinaire qui nécessite une hospitalisation. À la sortie de l'hospitalisation, le patient est fatigué et un mois et demi après, lui est proposé une chimiothérapie qu'il refuse. Malgré ce, alors tout ça, on a pris ce qui était colligé dans le dossier. C'est-à-dire qu'on n'a pas, c'est pas nous qui l'avons fait puisque on a repris le dossier clinique jusqu'à ce qu'il arrive à l'unité. Donc il refuse. Malgré ce, lui sont reproposés des cures de chimiothérapie avec, semble-t-il, beaucoup d'insistance de la part de ses filles pour qu'il puisse continuer à suivre son traitement. On va le redévelopper par la suite. La participation et le positionnement de ses filles. Au décours de ces 5 cures de chimio, une RCP décide une simple surveillance. Dans un deuxième temps, sur une consultation, on note les effets secondaires toxiques d'un des produits, des effets toxiques qui semblent invalidants pour le patient. Quelques mois après, au décours d'une consultation à la demande du patient, on note des récidives multiples, notamment au niveau hépatique, avec une nouvelle proposition de chimiothérapie et un refus du patient de façon assez véhémente. Malgré tout, ses filles insistent pour qu'il adhère au traitement. Une période de réflexion est proposée par l'oncologue. Et un mois après le délai de réflexion, le patient refuse de reprendre le traitement chimiothérapique. Malgré ce, il demande d'avoir un suivi avec des consultations régulières avec son oncologue. Et il noté quelques mois après une aggravation biologique avec des douleurs, une asthénie, une anorexie. Une consultation un mois et demi après note une évolution importante au niveau hépatique et pulmonaire, avec une demande du patient d'un suivi et une nouvelle consultation 3 mois après. À la nouvelle consultation 3 mois après, la situation est stable et le suivi continue. Et on note une nouvelle aggravation, notamment au niveau de l'acide, de l'asthénie et des douleurs qui sont rattachées à la maladie. Et là, il est proposé un traitement par morphinique qu'il va prendre, en fait. Mais malgré ce, le patient continue à s'aggraver et est décidé une prise en charge avec des infirmiers 3 fois par jour et un contact avec le réseau soins palliatifs au domicile, avec un renforcement important du domicile et de la prise en charge, alors que ce patient jusqu'à présent était seul au domicile avec une fille qui venait l'aider un peu de temps en temps. Au décours du renforcement de ce domicile, une décision d'hospitalisation à l'unité, à la demande du réseau, qui trouvait que c'était déraisonnable pour l'instant de continuer dans la même direction, et surtout pour essayer d'évaluer sa douleur et un séjour de répit vis-à-vis des filles. Le discours du patient dès l'entrée, c'est « j'ai fait mes directives anticipées, je veux la piqûre ». Une demande, une verbalisation, un discours qui percute, qui bouscule chacun des membres de l'équipe à l'arrivée au sein de l'unité de soins palliatifs. Et notamment compte tenu de la distorsion entre le discours du patient à l'arrivée, donc il positionne clairement « j'ai fait mes directives anticipées, je veux la piqûre », et ce qui nous donne à voir, un positionnement qui est du côté de la vie. Donc à l'entrée dans le service, on évalue en interdisciplinarité, en pluridisciplinarité la situation. Et on se dit que finalement, ce patient, malgré tout ce qui nous amène comme désir du mourir, reste du côté de la vie. Et on est très gêné par rapport à ces choix de vouloir partir, alors que
on a la sensation que quand même il lui reste quelque chose à vivre et qu'un projet de vie, l'aider dans un projet de vie peut peut-être l'amener à poursuivre un petit peu plus le chemin. Et donc, comment et pourquoi ce désir de mort, l'insupportable de la perte d'autonomie, de la dépendance, en tout cas c'est ce qui est mis en avant par le patient, et c'est ce qui vient justifier pour lui à un moment donné sa demande, et dans le même temps un patient qui semble pleinement investir du côté de la vie. Du côté de la rencontre avec la psychologue, le cadre de sa fin de vie se dessine, se pose clairement. Je veux que l'on m'endorme, il existe une loi. Parfois avec des mots durs, dans une certaine colère. N'est-ce pas là où nous pouvons situer une ambiguïté, cette ambiguïté? Ce que le patient renvoie au soignant par sa demande, explicite ou implicite. Est-ce un réel besoin ou un simple désir? Dès l'accueil, au moment de cette rencontre, entendre quelque chose de la demande du patient. Est-ce que faire que faire de cette demande? Le patient, qu'attend-il de nous? Qu'attend-il de cette rencontre? Qu'espère-t-il de nous? Quel est son désir? Dans la relation de soins, le soignant peut être tiraillé entre l'expérience d'une rencontre singulière et la nécessité de principes généraux de bienfaisance ou d'autonomie. Médecine de mission ou médecine de contrat, les choix extrêmes peuvent alors aboutir à des caricatures. Dans un cas, le soignant impose un pouvoir sans échanger une seule parole. Dans l'autre, le médecin fait signer un contrat au malade, pose quelque chose du cadre de la prise en soin, avec un discours allant jusqu'à la mort, les limites de cet insupportable, la sédation, avant de l'examiner et de l'évaluer cliniquement. Or, l'effraction de la mort à ce moment-là de la vie laisse-t-il la possibilité de désirer quoi que ce soit? Pour autant, la demande est là. Mais n'y aurait-il pas malentendu à propos de cette demande? L'éclairer d'emblée, c'est risquer de briser ce lien si fragile qui a pu se créer. Accepter ce malentendu comme une demande de soins, c'est permettre à la personne d'élaborer sa propre demande. Entendre une demande de sédation, une demande d'euthanasie, un désir de s'endormir. Comment fonctionne à ce moment-là de la prise en charge du patient cette crise provoquée par l'ambiguïté des désirs de la relation de soins? Comment chacun, soignant comme soigné, peut y trouver son compte? Donc on a pu, après longue discussion avec les filles du patient, avec le patient, moult réunions ensemble, élaborer en adéquation avec le patient et les filles un projet de vie, et notamment un retour à la maison, où tout le monde avait l'air d'adhérer au retour, le patient nous disant que finalement il avait encore des choses à vivre et qu'il préférait rentrer à la maison. Et donc, oui. Je me permets tout au long de l'hospitalisation, en tout cas, le projet de soins de ce patient est sans cesse réinterrogé et au cœur de la réflexion de chacun. Et des tensions s'installent parfois. Les regards, les positionnements, les désirs, les valeurs s'entrechoquent. Que faire de cet insupportable de la mort? Donc là, on voit bien que le désir du soignant n'est pas forcément celui du patient et que ce choix-là n'est pas forcément partagé. Et l'idée de mettre tout le monde dans le même choix est compliquée. Et là, le patient est allé quand même dans la même dynamique que nous et pensant que la sédation n'était pas ici et maintenant ce qu'il fallait faire et qu'on était plutôt bienveillant à ce qu'il retourne à la maison entouré par ses filles et régler ce qu'il avait à régler. Donc il a eu un retour à domicile avec un renfort des aides. Et ça s'est bien passé pendant une dizaine de jours. Et au bout de 10 jours, le patient a commencé à s'altérer,
Alors là, on n'a pas pu évaluer vraiment ce qui s'est passé pendant 4 ou 5 jours, mais il y a eu une augmentation très importante des morphiniques, étant triplée en l'espace de 3 jours. On ne sait pas trop comment ça s'est fait en pratique, mais le tout est c'est que ça s'est fait. Et les infirmières ont adressé ce patient en urgence, ce monsieur en urgence, aux urgences de l'hôpital de Nîmes pour une déshydratation. Il a passé 24-48 heures aux urgences et est arrivé dans le service à 4 heures du matin, au décours d'une libération de place, en fait. Quand le patient est arrivé, nous on l'a vu le matin, c'était un patient qui était endormi, mais après avoir passé 48 heures aux urgences, on peut comprendre que ça a été compliqué pour lui, surtout en arrivant en pleine nuit dans le service. Il était renfermé, il dormait à chacun de nos passages, et on avait vraiment l'impression qu'il avait changé de posture vis-à-vis de nous, de comportement, par rapport à la précédente hospitalisation où des liens s'étaient créés. Et là, on avait la sensation d'une mise à distance de ce patient par rapport aux soignants. Ce qui nous a beaucoup interpellés et interrogés. Et du coup, est-ce le fait de n'avoir pu être reconnu dans son désir, à un moment donné de sa prise en charge lors de la précédente hospitalisation, qui fige aujourd'hui la situation au point d'enfermer le patient dans le silence, voire dans quelque chose de l'ordre du repli? Est-ce à ce moment-là une distorsion entre désir du patient et désir du soigné, une distorsion vécue de plein fouet par le patient au moment de la précédente hospitalisation? Pendant ce temps de latence à la maison, l'ambiguïté des désirs des patients et l'ambiguïté des désirs des soignants sont nécessaires à prendre en compte dans la rencontre de l'autre. Pourquoi? Afin que chacun se sente respecté dans son identité. C'est en prenant en compte l'ambiguïté de ses propres désirs de soignant, parfois opposés aux désirs de l'autre soigné, que nous pourrons, sans vaciller, devant l'abîme de la demande, écouter le patient. Docteur, je n'en peux plus, j'ai besoin de vous, je veux mourir. Après, on a repris tout ce qu'on avait noté au niveau du dossier clinique. Donc le 30-05, il était en colère, il devient agressif, il veut être laissé tranquille et endormi. Donc il dormait beaucoup, notamment au niveau de nos passages. L'entretien avec la psychologue, il révèle que sa souffrance physique et morale est insupportable. Au décours d'une discussion avec les médecins ce jour-là, nous lui indiquons qu'on a bien entendu sa souffrance, ce qui semble avoir reverbalisé, en nous disant j'ai été entendu, j'ai vraiment la sensation que vous comprenez ce que je vis. Et nous rediscutons du cadre légal de la sédation, nous disant vraiment je veux dormir maintenant parce que j'ai bien compris que vous n'alliez pas me faire mourir, mais par contre, à défaut, je veux bien dormir jusqu'à ce que je meure. Et nous demandons une consultation avec un psychiatre extérieur au service, afin de pouvoir éventuellement avoir une collégialité dans la prise de décision et avoir un autre avis, un autre regard sur ce qui se passe. Ces filles se sont rencontrées dans un second temps, nous confirment que la perte d'autonomie de leur papa est très, très mal supportée, nous expliquant qu'il n'avait quand même pas initié une tentative de suicide ou quelque chose comme ça. Et le 30 mai, au staff de l'équipe est noté « refus de soins, demande à dormir ». Un rendez-vous est repris avec les filles à 14h le lendemain. 2 jours après plutôt. La veille du rendez-vous avec les filles, on note une apparition d'une tuméfaction qui en fait est une parotidite aiguë bactérienne. Et le patient accepte une antibiothérapie parce qu'il nous dit si je dois être amélioré au niveau de la douleur par rapport à ça, je veux bien prendre une antibiothérapie et contente de m'apaiser au mieux.
Le lendemain matin, le patient est très douloureux à cause de la parotidite et très très angoissé. Donc une décision médicale met en place du midazolam à dose anxiolytique. Et à 14 heures, le patient dort, est très confortable et peu réveillable en fait. On rencontre ces filles au décours de ce qu'on voit. On lui donne des explications sur ce qui s'est passé et elles semblent soulagées de le voir non douloureux et nous expriment leur souhait de laisser leur papa endormi, même si l'objectif du traitement initial anxiolytique n'était pas de provoquer une sédation. Et en tout cas, le positionnement là des filles a vraiment basculé à ce moment-là, où jusqu'à présent elles étaient dans il faut qu'il soit là, conscient, et puis on veut partager des moments avec lui et il faut faire quelque chose pour le soulager, mais pas l'endormir. Alors que là, leur discours et leur positionnement évoluent vraiment et elles adhèrent. Et même au niveau de l'équipe, c'est à ce moment-là où il y a eu un consensus, une cohésion autour de la prise en soin de ce patient. Et elles étaient vraiment dans ce discours, il ne faut pas le réveiller, là il est apaisé. Et là, les soins sont vraiment en cohérence avec ce qu'elles attendaient de nous à ce moment-là. Une fois cette violence apaisée, tant au niveau des soignants qu'au niveau de l'entourage, a lieu une réunion pluridisciplinaire qui confirme la décision de laisser ce patient endormi. À 19h30, il est un petit peu agité, il a des signes d'inconfort. Donc on majore le midazolam à 1,5 mg horaire afin d'éviter un réveil. Le lendemain matin, le patient est paisible. On re-rencontre ces filles qui nous parlent du projet d'une des deux où le père avait vraiment adhéré, qu'elle parte en croisière. C'était la fille qui s'en occupait le plus en fait et qui était au bout du rouleau. Et la croisière était le lendemain, donc elle nous dit « Est-ce que vous pensez que je peux y aller ?» On lui explique ce qui peut se passer et elle décide malgré tout de partir, tout à fait apaisée avec la situation. Et l'autre sœur, qui était beaucoup moins investie, vient un petit peu plus dans le service à ce moment-là, mais n'arrive plus à rentrer dans la chambre où son père est en train de dormir. Le 6 juin, le staff de l'équipe note l'accompagnement en fin de vie. Le patient décède le 6 à 22 heures. Merci de votre attention.